Donc je suis toujours le professeur Briet et sur cette nouvelle vidéo, ou dans la suite de la première, je vais vous parler des actualités. Donc j'ai choisi de séparer les comorbidités, la progression et les complications. Et je vais vous parler aussi d'extension et de quantification visuelle de la fibrose, pourquoi on la mesure, comment on la mesure, sachant là encore que moi je vais vous en proposer une lecture et après sachez qu'il y a d'autres façons de voir bien sûr cette quantification. Alors ici vous avez un patient. Ce patient en bleu, il va avoir des comorbidités avec ici une fibroélastose. Fibroélastose qui est associée à une PID est un élément de mauvais pronostic chez un patient donné. Vous aurez une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire qui est également un élément de mauvais pronostic. Et puis vous voyez également cette dilatation ésophagienne, donc trois signes associés qui peuvent être considérés comme des comorbidités chez ce patient-là. Après, vous allez mesurer et mettre en évidence la progression de la fibrose entre un scanner initial sur la rangée moyenne ici et un scanner avec 8 ans de suivi, où vous verrez qu'il y a donc une extension de la fibrose, une majoration des bronchectasies. Et donc là, on parlera de fibrose progressive. Et à la fin, vous aurez une complication qui est la survenue d'une exacerbation. Donc chez ce patient-là, vous avez un tableau de connectivite avec ce qu'on différencie comme comorbidité, les éléments, le scanner pour l'évaluation de la progression et le diagnostic des complications. Alors, par rapport à la diapo précédente qui relatait les signes pulmonaires et extrapulmonaires en faveur d'une connectivite, là on peut sortir de cette liste-là les patients qui auront des comorbidités. Donc quelles sont les comorbidités? C'est la fibroélastose pleuroparenchymateuse, c'est l'association à l'atteinte des voies aériennes, et dans ces cas-là on identifie particulièrement la notion de syndrome combiné fibrose-emphysème qui représente un certain pourcentage relativement limité des patients, mais on a des patients tabagiques qui ont aussi de l'emphysème. La dilatation ésophagienne en extrapulmonaire, les signes d'hypertension pulmonaire, et puis on regardera toujours les artères coronaires, les éléments de malnutrition dont je vous ai dit un mot, par exemple pour regarder la trophicité musculaire, des muscles paravertébraux ou des muscles pectoraux, puis on pourra aussi mesurer les densités osseuses, notamment sur L1, avec aujourd'hui on dispose d'ABAC qui donnent des valeurs en fonction de l'âge. Chez les patients, alors là, les patients ne prennent pas de corticoïdes, enfin ça reste l'exception dans le traitement, mais c'est dans d'autres connectivites, par exemple dans les polyarthrite rhumatoïdes ou chez les patients qui ont des corticoïdes au long cours, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, ou dans les sarcoïdoses aussi, sur la vertèbre L1 et de mesurer la densité. Une densité inférieure à 100 doit être un signe d'alerte. Quand vous êtes à 80 ou 70 de densité sur une vertèbre L1, c'est probablement qu'il y a une ostéoporose. Alors l'hypertension pulmonaire, sa prévalence est de 10% dans la sclérodermie, avec c'est un élément de mauvais pronostic. Elle peut être identifiée dans plusieurs groupes, elle peut être de plusieurs multicausales, on va dire. Et donc au scanner, on a des éléments. Alors les éléments que vous connaissez tous, c'est l'augmentation du calibre de l'artère pulmonaire, le ratio entre artère pulmonaire et aorte ascendante, mais ça c'est les éléments. Il faut savoir dans les données récentes qu'on doit adapter ce ratio en fonction de la probabilité clinique a priori qui est une hypertension pulmonaire. Donc dans notre population de patients sclérodermiques, le seuil de 30 est de 0,9, les seuils sont retenus. On peut également donc avoir, quand on regarde les vaisseaux aussi, regarder s'il existe d'autres éléments, une embolie pulmonaire, une dilatation des artères bronchiques qui vous orienterait vers un type 4, également la densité pariétale. Concernant le cœur, ça c'est une nouveauté. Alors moi je vais parler essentiellement de scanner, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur le cœur droit, l'évaluation notamment en IRM de la mobilité du cœur droit. Et puis on a des techniques aussi d'évaluation de flux avec 4D flow. Et 4D flow c'est un élément certainement intéressant. Moi j'y crois pas mal, même si j'en fais pas encore, mais donc ça me semble une piste intéressante pour l'évaluation du cœur droit et de l'hypertension pulmonaire. Donc concernant le cœur, on va regarder la dilatation du ventricule, le ratio ventricule droit, ventricule gauche. On peut regarder également la forme du septum et l'angulation de ce septum. Plus le septum s'aplatit, plus la pression est probablement élevée dans le cœur droit. Et puis voilà, on peut regarder aussi la trophicité musculaire bien sûr. On peut regarder la présence d'un épanchement péricardique qui traduira une gêne
au retour du sinus coronaire. Et voilà, enfin, la cause aussi de l'hypertension pulmonaire, le groupe pourra mieux préciser à la lecture des anomalies pulmonaires, groupe 3 pour emphysème ou PID, et puis après, on peut avoir des groupes 1 quand il existe un verre dépoli par exemple, ou des signes de perfusion mosaïque pour une embolie pulmonaire chronique. Concernant les autres complications, les complications des pneumopathie interstitielle de la sclérodermie, donc elles peuvent être classées en aiguës et chroniques. Parmi les chroniques, toujours se méfier d'un cancer. Donc quand vous avez un nodule isolé chez ces patients-là sont à risque de faire des cancers du poumon. Pensez à ce diagnostic. Ici, une forme avec une perte de volume assez importante et des bronchiectasies de traction dans les lobes inférieurs. Alors, la perte de volume, elle est bien appréciée aussi sur la forme de la scissure en coronale, mais on l'évalue le plus souvent dans les coupes axiales. Alors, les profils évolutifs des pneumopathies interstitielles diffuses, donc point suivant, les progressions de la fibrose dans la sclérodermie sont fréquentes. On dit que cette progression survient au début du diagnostic de la PID, mais en fait, les données d'Hoffmann-Voll nous montrent aussi qu'il peut y avoir une évolution qui suit la première année, et donc avec 25% d'épisodes qui peuvent être constatés chaque année. Globalement, on voit qu'il y a dans leur série qu'il y avait un quart des patients ça c'était basé sur les EFR, pas de scanner. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de données scanner pour discuter. Donc là, je me suis servi des données des EFR et on va essayer de voir si ça colle avec les données de la série reprises sur Avicenne. Donc un quart des patients vont s'améliorer, un quart des patients va progresser, et il faut regarder en particulier dans ce quart des patients, c'est qu'il y a certains patients qui vont avoir une progression très rapide initiale. Ça, c'est un profil particulier, et ça fait référence à la notion de progression rapide, qui est difficile de définir, mais je vais vous montrer un exemple qui me semble pertinent. Et puis le reste des patients va avoir un profil relativement stable ou une progression lente. Donc ici, quelques complications, et on va passer aux progressions après. Vous voyez ici chez ce patient-là un pneumomédiastin avec quelques bulles d'air. Et chez cet autre patient, une progression des images avec une forme particulière, avec une majoration des bronchiectasies de traction assez énorme. Et puis au bout d'une dizaine d'années, la survenue d'une exacerbation. Donc très loin du diagnostic de la PID. Deux complications. Donc pour maintenant se focaliser sur la progression de la fibrose, vous pouvez avoir un exemple ici de ce patient. Donc patient ici avec un scanner initial rangé de gauche et un scanner de progression à 5 ans. Dans ces cas-là, vous pouvez voir qu'il existe une majoration de l'extension des images de pneumopathie interstitielle diffuse, par exemple ici dans le lobe moyen. Il existe aussi un aspect de ce qu'on définit comme la coarseness. On passe du verre dépoli aux réticulations. Et puis tout à l'heure, j'ai utilisé ce mot-là pour montrer aussi une progression des réticulations vers le rayon de miel. Il existe une perte de volume qui se majore quand on regarde la scissure entre les deux scanners. Et puis une majoration des bronchiectasies de traction que vous pouvez voir ici également en basse gauche. Donc là, on a tous les signes d'une progression de la maladie, une progression qui se fait sur 5 ans, qui est probablement assez lente. Alors pour la sclérodermie, on peut utiliser les critères qui ont été définis par la TSERS, avec l'association de 2 critères sur 3 pour parler de progression et une évaluation sur l'année qui précède, avec des données de FR et des données d'imagerie qui sont la majoration des bronchiectasies de traction, l'apparition de verres dépolis dans les zones de bronchiectasie de traction, l'apparition de réticulation, l'augmentation de la coarseness, donc des réticulations qui deviennent rayons de miel ou de verres dépolis qui devient réticulation, l'apparition de rayons de miel. Alors dans les PID, dès qu'on a du rayon de miel, c'est un élément de gravité à part entière puisque ça signe un processus évolutif qui va jusqu'à la destruction ultime du poumon. Donc s'il apparaît de rayon de miel, c'est-à-dire qu'il y a une fibrose qui évolue. Et puis la perte de volume. Alors la particularité ce début d'année, c'est les propositions de traitement qui ont été proposées avec les guidelines de l'ATS. Et alors dans les guidelines de l'ATS, il était marqué qu'on pouvait faire abstraction de la durée pour parler de progression. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui raisonner sur un an, mais sur l'histoire du patient. Alors ça, je n'ai pas d'avis sur la question, mais
ça nous permet de reclasser certainement certains patients comme stables en progresseurs. Alors un exemple de progression ici, avec en haut, donc c'est une progression qu'on peut dire comme attendue, assez lente, en tout cas c'est pas une progression rapide. Avec ici, vous pouvez voir qu'il existe une majoration des réticulations, il y a probablement la survenue de rayons de miel qui se majorent, donc c'est un processus qui est évolutif, et une majoration d'extension. Il y a tous les signes pour parler d'extension, et puis presque un aspect que je qualifierais de pneumopathie interstitielle commune dans l'évolution, ce qui est aussi une évolution possible. Un exemple de progression rapide, ici chez ce patient-là, en un an, vous avez l'apparition de réticulations qui sont extensives, avec des majorations des bronchectasies de traction qui sont aussi très sévères. Donc ça, c'est une progression qui est quand même extrêmement rapide et certainement de mauvais pronostics. On remarquera qu'il y a une dilatation de l'ésophage qui survient dans le suivi du patient, qui n'était probablement pas présente initialement. Est-ce que c'est la conséquence de l'extension de la fibrose ou est-ce que c'est associé au processus global de progression? J'en ai pas la réponse. Alors, on a des patients qui répondent au traitement, heureusement. Donc ici, vous avez un patient en haut avec l'aspect de microkyste là qu'on voit encore. C'est probablement le patient que je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs. Et on peut voir que les images ont tendance à s'améliorer avec moins de verres dépolis. Un autre exemple avec pas mal de verres dépolis initialement et puis une tendance à la normalisation de ce verre dépoli. Donc des formes qui peuvent s'améliorer, qui sont essentiellement de type verre dépoli, mais vous en avez une autre ici avec pas mal de réticulation et le respect sous-pleural, donc un aspect de PINS, et puis une évolution aussi favorable à 2 ans. Donc est-ce qu'il existe chez ce patient une petite note de pneumonie organisée aussi associée? Peut-être. En tout cas, ces réticulations peuvent s'améliorer. Elles s'améliorent d'autant plus que la présentation clinique est je pense, assez bruyante initialement. Un exemple de progression avec la survenue de bronchectasie de traction chez ce patient avec un respect sous-pleural, donc un aspect compatible avec une PINS, et des bronchectasies de traction qu'on voit se développer entre déjà à 1 an, on les voit, puis à 4 ans, ça continue. Donc il y a un processus qui continue de progression de la maladie, alors que l'extension est relativement stable. Donc là, il existe une progression de la maladie, malgré une extension stable, voire même on peut se demander si l'extension diminue pas. Mais dans ces cas-là, je pense que le critère de majoration de bronchectasie, traction, prime sur l'extension. Je pense que ce patient-là continue de progresser, on n'a pas contrôlé le processus sous-jacent. Un autre exemple ici avec une progression et puis la survenue d'une forme bizarre. Alors tout à l'heure, je vous ai montré un avec des kystes. Là, il y a encore des espèces de micro-cavités d'aspect kystique un peu central. On a des formes comme ça, des formes avec une évolution vers un pattern indéterminé. Est-ce que c'est des lipes? Est-ce que c'est autre chose? Je ne suis pas capable de répondre. Alors voilà, c'était la première partie de cette deuxième partie. La deuxième partie, c'est pourquoi quantifier l'extension de la pneumopathie interstitielle diffuse. Alors c'est des dias qui ont déjà été travaillés. Alors là, j'ai pas parlé des conflits d'intérêts, mais avec Boehringer qui a fait un travail sur les connectivites sur lesquelles on était plusieurs à être invités. Donc pourquoi quantifier? C'est un facteur pronostique associé à la mortalité, c'est connu dans la sclérodermie. C'est également donc ça, c'est sur l'extension des images, mais on peut également caractériser d'autres choses comme la présence de la sévérité de bronchectasie de traction ou la présence de rayons de miel également. Alors ensuite, c'est un paramètre qui est combiné au facteur à la CVF peut permettre de déclencher, de proposer un traitement. En tout cas, c'est un paramètre qui est associé à un événement et à la mortalité. Donc ça, c'est l'algorithme de Go qui fait référence, et en particulier dans le seuil, quand on dit 20%, ça fait référence à cet algorithme ici. Il parle d'extension limitée versus extensive quand il y a plus de 20%. Alors moi, je vous ai dit que j'avais tendance à pondérer cette information d'extension avec le paramètre de verre dépoli ou le paramètre de PINS fibrosante. À mon avis, ce n'est pas tout à fait le même pronostic, mais je n'ai pas d'éléments pour le prouver. Alors, ça peut être donc un élément aussi d'inclusion dans les essais cliniques. Dans les essais cliniques, les seuils qu'on voit le plus souvent, c'est 10%. Et puis enfin, ça peut être donc du coup, et le dernier élément, c'est que ça peut être un seuil pour proposer un traitement.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on quantifie dans la fibrose pulmonaire idiopathique? On ne quantifie pas le verre dépoli, en plus des lésions de fibrose, alors que dans la sclérodermie, dans les études, on a plutôt tendance à inclure le verre dépoli dans l'extension de la PID pour déterminer le seuil de 20% notamment. Voilà, en faisant l'hypothèse que le verre dépoli est probablement fibreux avec une probabilité assez faible de régression, mais on a des cas, j'en ai montré quelques-uns qui peuvent régresser. Alors on peut aussi mesurer la coarseness, donc une forme en verre dépoli versus une forme avec des réticulations fines ou des réticulations un peu plus grossières ou alors du rayon de miel. On peut aussi mesurer des bronchiectasies de traction en léger ou sévère, on peut les localiser aussi dans les différents lobes. On peut mesurer le piégeage, la distension ésophagienne et la taille des ganglions. On peut faire pas mal de choses. Concernant l'estimation de l'extension, il y a aussi beaucoup d'algorithmes. Certains ont été sélectionnés ici. On peut mesurer donc, avec des systèmes de grades. Bon, je prends la bonne flèche. Les grades, on peut mesurer aussi des extensions en pourcentage de maladie, de 1 à 25 ou 26, 40, 50, ou donner des échelles linéaires. Là, historiquement, les régions scorées étaient, parce qu'on avait des scanners séquentiels, c'était la crosse de l'aorte, la carène, la veine pulmonaire inférieure et le dôme hépatique et le segment intermédiaire entre le cul-de-sac et le dôme hépatique, je crois. Donc on peut mesurer, je vous dis, la coarseness, on peut mesurer pas mal de choses. Bon, pour ma part, j'ai tendance à mesurer l'extension par volume en utilisant le seuil. Les limites anatomiques sont la carène et la confluence des veines pulmonaires, donc la veine pulmonaire inférieure en particulier droite. Et puis à partir de là, je vais estimer visuellement l'extension de la maladie dans chaque volume. Et puis après, on va donner une extension totale en faisant la moyenne des trois volumes pour donner un score, avec en tête l'idée des 10%, des 20%. Alors quand on va, quelques exemples, c'est des exemples aussi que j'avais fournis à Boehringer, alors donc du coup vous les avez peut-être vus sous une autre forme. On a ici donc un exemple d'un patient, il faut donner les signes de fibrose et puis donner l'extension. Donc vous voyez, hop, premier niveau anatomique, la carène, donc là où il n'y a pas grand-chose. Ensuite on continue à descendre, on commence à avoir des petites choses, plutôt du verre dépoli, pas beaucoup de bronchiectasie de traction. Bon. Et puis on arrête la veine pulmonaire inférieure. Et puis on continue à descendre. Ici, vous continuez à descendre. Vous avez plus de réticulation, quelques bronchiectasies de traction. Donc c'est une forme probablement quand même fibrosante, mais en verre dépoli prédominante. Et puis si on donne l'extension ici, là on doit être probablement à 20% dans ce volume-là, mais comme il n'y a pas grand-chose au-dessus, on va faire la moyenne des trois volumes et on va trouver le seuil de 10% qui est souvent le seuil d'inclusion dans les essais thérapeutiques. Donc on a bien des signes de fibrose, un verre dépoli, quelques bronchiectasies de traction dans les bases. C'est plutôt un pattern de PINS en verre dépoli, plutôt cellulaire si on doit faire un pari sur l'histologie. Un deuxième patient, ici vous avez donc le volume supérieur, on arrive à la carène. À la carène, il n'y a pas grand-chose, un petit quelque chose en antérieur, mais pas grand-chose. On continue à descendre. Un peu plus c'est plutôt du verre dépoli quand même aussi, mais il y a un peu plus d'images. Alors là, on doit être sur la même chose, donc c'est-à-dire des signes de fibrose qui sont ceux qui ont été décrits sur le patient 1. La probabilité que ce soit une NSIP plutôt aussi en verre dépoli, donc plutôt type cellulaire, c'est possible, probable, on va dire. Et puis là, vous avez un peu plus de fibrose que chez le patient précédent, donc entre 10 et 20%, c'est une extension limitée, mild. Et puis après, là, je vais vous décrire une forme plus sévère, avec un aspect de PINS fibrosant. Ici, vous voyez, avec des réticulations qui sont plus étendues. On arrive à la carène, volume 1. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses. On va dire, je sais pas, 10% peut-être. Puis on continue à descendre. Les bronchiectasies de traction, on les voit bien. Les réticulations, on les voit bien. Et puis on arrive à la veine pulmonaire inférieure, où là, l'extension est quand même beaucoup plus marquée, avec pas mal de verre dépoli, de bronchiectasie de traction. Et puis dans les bases, là, l'extension est beaucoup plus sévère.
Là, je ne sais pas, mais c'est certainement au-dessus de 40, 50, voire 60%. On pourrait discuter. C'est un petit côté doigt mouillé, on ne va pas se mentir. Et alors, du coup, si on fait le résumé ici, j'ai même dit 70%, dis donc. Donc là, c'est une forme de fibrose, une pince fibrosante avec donc là, un aspect de rayon de miel. Il y avait même du rayon de miel microkystique, une progression. Il y a une texture qui est très réticulaire aussi. Donc là, c'est une forme sévère, extensive, à plus de 20% si on considère l'algorithme de Go. C'est certainement une forme qui va être à risque de progression et de pronostic incertain en l'absence de réponse au traitement.